Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur le plateau de Yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux. Nous allons recevoir aujourd'hui M. Deli Sesanga. Sesanga. Exact. Deli Sesanga, vous êtes bien entendu à Paris pour affaires ou pour parler de ce qui se passe en RDC. Au départ, on commence d'abord avec ça. Pour parler de ce qui se passe en RDC, rencontrer certains milieux de décision en Europe et sensibiliser sur ce qui se passe dans notre pays. Alors, sensibiliser. Alors, personne ne vous connaît ici, enfin, les gens vous connaissent bien entendu dans la diaspora. Pouvez-vous donner un peu, brosser un peu votre tableau, qui vous êtes, d'où vous venez, vous êtes de quelle famille, pourquoi vous êtes dans la politique. Voilà, expliquez-nous un peu qui vous êtes réellement. Alors, c'est toujours difficile de parler de soi, parce que c'est toujours mieux que d'autres puissent vous présenter. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis congolais. Je suis né à Kolwezi en 1970 et j'ai fait mes études à Kinshasa, plus précisément à l'école primaire Makelele. J'ai poursuivi à l'Athénée de la Gombe ainsi qu'à l'Institut Bandai qu'on appelle Collège Saint-Louis à Kananga, avant de venir en Europe, plus précisément à Lyon, où j'ai... Lyon 3 Lyon 3, où j'ai fait mes études de droit, à Lyon 2, Lyon 3. Et j'ai commencé par travailler du point de vue de l'expérience professionnelle comme consultant pour l'UNESCO sur le programme de paix et droits de l'homme, auprès de la division des pays les moins avancés, avec le directeur Posagara à l'époque, Simonides et d'autres. Et nous avons ensuite... entrepris de nous engager au service de notre pays depuis bien longtemps et par des associations et par la suite dans le milieu politique. Et si je suis là, c'est sans doute aussi parce que mon parcours politique épouse les contours de l'histoire récente de notre pays. Nous avons connu des rébellions à cette époque-là. J'ai été parmi les membres fondateurs du RCD. Alors que le RCD, du RCD, ça a commencé avec, bien entendu, avant qu'il y ait la scission. La scission, après on se retrouvait avec le RCD Goma. RCD, absolument. Oui. Nous avons été là dès les débuts, au moment de sa création. J'étais avec Wamba Diom, avec Arthur Zaïdine Goma au départ. Et lorsqu'il y a eu la scission de deux RCD, dont nous nous sommes retrouvés dans la dissidence au niveau de Kisangani. Et de Kisangani, nous avons entrepris de résister à ce qui se faisait au niveau de Goma, avant de pouvoir faire la fusion entre le RCD Kisangani et le MLC, dans le cadre du Fonds de libération du Congo, et fonds qui avait éclaté à un moment donné. C'est à ce moment-là que je me suis retrouvé au niveau du MLC. Deux belligérants qui se battent à Kisangani, pour vous, marre des sangs du Congolais, pour vous, ça vous inspire quoi? Vous savez, c'est toujours difficile de parler de moments de tristesse comme cela, mais il est vrai qu'à un moment donné de l'histoire du Congo, nous avons été obligés de prendre les armes pour combattre un régime contre lequel il n'y avait pas d'autre moyen que cela. Et je sais que le prix payé par les Congolais a été parfois très fort en ce moment-là, mais si nous avons eu des avancées démocratiques dans notre pays, si on peut parler ainsi, avancées que tout le monde aujourd'hui veut protéger. C'est de l'euphémisme. Ces avancées démocratiques. Vous parlez des avancées, mais depuis, du fait de depuis 15 ans aujourd'hui, il n'y a aucune avancée en termes de droits de l'homme. Vous parlez de droits de l'homme tout à l'heure, vous connaissez un rayon. Et le rapport de Human Rights Watch qui explique clairement comment le Congo est plongé dans la grande répression, et vous parlez des avancées? Non, si vous voulez me faire dire que les choses ne vont pas bien au Congo aujourd'hui, je vous le concède, je suis le premier à le dire. Mais sur la grande séquence de l'histoire, nous pouvons considérer qu'il y a eu des avancées. On a une constitution, on a des élections qui se sont tenues. Constitution de Liège, vous êtes un avocat d'ailleurs, vous n'avez pas terminé d'avoir votre cursus. Oui, je vais y revenir. Vous allez y revenir. Mais la constitution de Liège, excusez-moi, c'est pas la constitution voulue par les Congolais. Ben, tout dépend comment vous voyez les choses. On ne va pas inventer la roue. La constitution telle qu'elle a été faite, si vous connaissez l'histoire du Congo, vous verrez que permettez-moi de l'expliquer. Laissez-moi vous dire, les tendances que vous trouvez dans cette constitution sont celles que vous avez
à la constitution de Lulabour en 1964, ce sont les mêmes que vous retrouvez à la conférence nationale souveraine. Et vous avez tort de considérer que c'est une constitution de Liège. Moi, je pense, et nous avons participé, il y a des phrases entières dans cette constitution qui ont été écrites par les Congolais, et vous avez des fondamentaux. Bon, maintenant, on peut dire que c'est la constitution de Liège. Bon, si les gens veulent, si ça leur fait plaisir. Mais je vous dis que c'est une constitution qui est le condensé de ce que le peuple congolais a toujours souhaité dans ce pays. Quand vous mettez les Congolais ensemble, quand vous mettez les Congolais ensemble, en 64, en 90, à Sun City, ce sont ces principes qui ont été codifiés dans cette constitution. Et c'est pourquoi cette constitution aujourd'hui rencontre l'assentiment de tous et tout le monde est là pour pouvoir la soutenir. Donc je ne vous laisserai pas dire qu'il s'agit de la constitution de Liège. Et donc c'est une avancée. Et il y a eu 2 élections. Aujourd'hui, nous sommes à la maturation, à la maturité de ce processus. Il y a eu semblant d'élection. Vous avez parlé des élections. Nous voulons qu'à cette maturité, que le peuple congolais ait le droit de voter pour un président de la République, que pour une fois dans l'histoire, on puisse sortir un président de la République et en mettre un autre. Et donc, c'est l'enjeu aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a eu des avancées. Alors, votre cursus, vous terminerez avec votre cursus, en fait, que les gens puissent avoir une planimétrie sur vous, un portrait sur vous. Vous savez, je suis avocat dans le privé. Et on est avocat tout court, on dort avocat, on se réveille avocat, vous savez bien ça. Avocat. Oui, absolument. Donc, voilà. Je suis avocat dans le privé et content de l'être. Et je suis père de famille, j'ai 4 enfants, j'ai une épouse, bon voilà. Donc ma vie, ma foi, comme celle de chacun d'entre nous. Alors on reste dans la diaspora parce que vous êtes aussi le fruit de la diaspora, vous connaissez parfaitement la diaspora. Dites-moi, parlons de la Constitution, parce qu'on a parlé de la Constitution tout à l'heure. L'article 10, ça vous inspire quoi cet article? L'article 10 de la Constitution. Oui, la double nationalité, enfin, pour garder la nationalité, une seule nationalité, ou aller vers une modification de cet article, bien entendu, à épouser deux nationalités, si vous voulez, triple, 4 nationalités. Chaque société doit résoudre les problèmes de son temps. Il me semble que les Congolais, et vous verrez, moi, avant que cette Constitution n'ait été publiée, j'ai publié un article fort connu en 1992 ou 93, où je plaidais déjà pour la double nationalité. Donc je suis favorable à la double nationalité. Mais en même temps que nous sommes favorables à la double nationalité, nous souhaitons que le contexte soit préparé. Tout à fait. Donc l'articuler, comment vous allez l'articuler? Moi, en ce qui me concerne. Voilà, comme vous l'articulez. Tout à fait. Et nous allons avoir le congrès de notre parti bientôt. Il a été interdit, mais nous allons le tenir tout de même. Où ces options, vous commencez à prendre mes questions. Les options fondamentales vont être réaffirmées. Sur la nationalité, moi je pense qu'il faudrait que la double nationalité, à un moment donné, on aille vers l'ouverture vers la double nationalité, mais qu'on interdise la binationalité. En mettant le verrou. Tout à fait. En ayant des accords interdisant la binationalité avec les pays voisins, parce que ça pose un certain nombre de problèmes. Très bien. Et de l'autre côté, en attendant que cela se fasse, parce qu'il faut une révision constitutionnelle et les esprits ne sont pas prêts, il faut qu'il y ait des facilités qui soient accordées à des Congolais d'origine. Vous savez, les gens on est Congolais, on a la nationalité congolaise par l'origine. Moi, je suis Congolais parce que j'appartiens à une des tribus qui fait ce qui était l'EIC à l'époque et par les accords subséquents. Donc, quelqu'un qui est là, qui est Mouyanzi, même s'il devient français, il ne cesse pas d'être Mouyanzi. La définition que nous avons faite de la nationalité congolaise fait que le rattachement à la nationalité passe par un lien tribal qui est un lien indissoluble. Si vous allez chez les Ngbandi, quelqu'un qui est devenu belge, mais qui est Ngbandi, quand il revient chez lui à Gbado ou à Yakoma, il est toujours Ngbandi. Et donc, s'il est regardé comme Ngbandi appartenant à cette tribu, il ne peut pas la perdre. Je pense que c'est dans l'avancée aujourd'hui, on ne peut pas concevoir que quelqu'un qui a une nationalité d'origine dans le contexte congolais puisse la perdre. Et d'ailleurs, par le cœur et par l'action, la plupart de nos compatriotes qui sont dans la diaspora sont toujours restés congolais, même si par ailleurs ils ont une autre nationalité. Donc c'est une question qu'il faut résoudre, mais en son temps. Je vous ai donné les pistes. Interdire la binationalité en ce qui concerne les pays voisins,
permettre la double nationalité en ce qui concerne le reste. Et nous ne serons pas le premier pays à l'avoir fait. Alors, à Sainte City, je reprends aussi cette histoire de Sainte City où les Congolais sont allés en vadrouille, bien entendu, faire des emplettes dans les magasins au lieu de signer des accords protégeant le Congo. Comment se fait-il que Kabila s'est trouvé avec la nation congolaise? Mais vous savez, ceux qui sont allés à Sun City pour faire les emplettes, ce n'est pas le lieu le plus préféré en ce qui me concerne pour faire des emplettes. Je l'ai fait ailleurs. Donc, en ce qui concerne le Congo, bah, écoutez, Kabila est fils de Laurent Désiré Kabila, elle était toujours présenté comme tel, et donc... présenté comme tel, vous avez dit? Présenté comme tel? Pour vous, il n'y a pas de source où on peut chercher. Vous êtes un avocat, vous êtes assez pratique, scientifique. Par définition, vous devez savoir quand on veut acquérir une nationalité, où on vient enfin, ça vient de son père, ou ça vient du sol, ou ça vient de... Mais écoutez, moi je suis congolais parce que les gens savent que je suis le fils de mon père. Voilà. Et je vis le nom de votre père, oui, qui est très connu. Oui, bien sûr. Et alors, Kabila nous a été présenté. Nous a été présenté. Mais c'était la seule possibilité dans un État où il n'y a pas d'État civil. Ah, dans un État où il n'y a pas d'État civil, il nous a été présenté comme Congolais. Et moi, j'ai toujours considéré que c'est une question, et je ne le dis pas d'aujourd'hui, je l'ai dit depuis 2005, c'est une question mineure. Aujourd'hui, la nationalité de tel ou tel autre n'est pas la question essentielle en ce qui concerne les Congolais. Ce qui concerne les Congolais aujourd'hui, c'est de savoir... Les conséquences sont là. Vous savez, on pourra faire le bilan de chacun d'entre nous. Et je pense qu'il n'est pas toujours glorieux. Et que chacun ne peut pas se regarder en face en disant, bon, ce que je fais, je l'ai fait pour mon pays et ça a été valable. Ce qui m'intéresse en ce qui concerne Joseph Kabila... Ça intéresse aussi les Congolais de le savoir, parce qu'il y a des discussions au sein de la diaspora. Je sais que Kabila a dirigé ce pays, il l'aura dirigé jusqu'à aujourd'hui pendant 15 ans. 15 ans, voilà. 15 ans. On est à la 15e année. Oui. Et le bilan qu'il a comme président de la République n'est pas celui que j'aurais souhaité pendant cette période, et je ne l'ai pas soutenu parce que je n'ai pas été de son camp, et c'est pourquoi j'en appelle à l'alternance. Voilà la question essentielle. On va venir au niveau de l'alternance. Vous êtes un féru, un vaillant combattant au niveau des lois, des textes des lois. Vous êtes un homme de droit, de loi. Je suis un démocrate surtout. Oui, on peut le dire ainsi. Mais vous avez travaillé également pour la loi électorale, l'article 8, l'alinéa 2, 3. Dites-moi, ça posait un problème? Non, parce que j'ai toujours pensé que le fait d'être dans l'opposition ne nous dispensait pas de la responsabilité de devoir faire des propositions. Je suis sans doute, avec mon parti politique L'Envol, l'une des formations qui a fait le plus... Il faudrait expliquer qu'est-ce que c'est l'Envol, que les gens puissent savoir. L'une des formations qui a fait le plus... L'Envol, c'est quoi? Je vais y revenir. Oui. Qui a fait le plus de propositions pour pouvoir construire l'état de droit, pour avancer sur le champ de la construction et de la protection de nos libertés. Et il me paraissait tout à fait normal, après la débâcle électorale de 2011, que l'enjeu du processus électoral, c'était de mettre en place les mécanismes qui permettent à la population congolaise de reprendre le processus, d'avoir le contrôle du processus. C'est comme ça que j'ai fait en juillet 2012. Vous avez la paternité de cela? Vous avez la paternité de cela? La loi pour renforcer la transparence dans le processus électoral. Hélas, la majorité a voulu récupérer et nous avons retiré cette proposition et ça a amené aux événements de janvier 2015 que vous connaissez. Oui, très bien, on le connaît. On va revenir par rapport à cette... Alors, Minaku a utilisé votre article, enfin l'amendement que vous proposez? Non, moi j'ai fait une proposition de loi qui visait à renforcer la transparence du processus électoral. Oui. Le bureau de l'Assemblée nationale a cru bon de devoir introduire dans cette loi des amendements pour lesquels je n'étais pas d'accord. Et un homme libre, on ne me fait pas faire celle-là. Un homme libre, j'ai estimé qu'il fallait retirer la proposition de loi parce que je n'allais pas assumer devant l'Assemblée nationale des éléments que moi je n'avais pas mis dans cette loi. Et donc, notre clairvoyance a permis d'abord de réinstaurer les débats sur la question électorale, de sensibiliser et d'ouvrir les yeux aux Congolais qui étaient en train de dormir et de comprendre que l'enjeu électoral se jouait aussi par le biais de la loi électorale. Donc je suis fier de cet élément. C'est pas trop tard d'avoir pensé en 1992, enfin en 2012, autant pour moi, d'aller dans ces sens-là. Or, aujourd'hui, on est en train de plaire. Vous imaginez qu'il est parfois tard de faire des choses pour construire le pays? Non, il n'est pas tard, il n'est pas tard. Non, les conséquences. Moi, je suis un homme d'action. Mais les conséquences sont là. Je suis un homme d'action. Et en tant qu'homme d'action,
je me saisis chaque fois de l'opportunité qui se présente pour faire les meilleures propositions pour pouvoir corriger. Jamais, jusqu'au dernier jour, lorsque je ne serai plus vivant, en ce moment-là, j'arrêterai d'agir. Mais tant que je serai vivant, j'agirai et je prendrai toujours les initiatives qui font avancer les choses. Et nous avons beaucoup fait avancer ce pays sur beaucoup de sujets. Et nous pensons toujours aller de l'avant. Alors, quand on vous appelle honorable, député nommé ou député élu par le peuple? Vous savez, chacun sait comment il est arrivé là. Moi, je fais partie de ceux qui ont été... Vous savez, j'ai fait un des meilleurs scores aux élections législatives de 2006. 45 000 voix sur mon nom. C'est-à-dire que même si je vous avais pris sur ma liste, le fait d'être à côté de moi, même si vous aviez 0 voix, vous aurez été élu pour l'âge, si vous étiez plus âgé que l'autre. Donc voilà. Alors, ensuite, en 2011, nous avons été cochonnés, pas la majorité, les élections se sont mal passées, mais vous savez, il y a des gens à qui on ne peut pas faire ça parce que ce serait tellement grossier qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas. Moi, je suis un élu du peuple et il y a la confiance de ma base dans ma circonscription qui m'a délégué pour pouvoir la représenter et je pense m'acquitter de cette responsabilité avec suffisamment... Alors, il y a une responsabilité aujourd'hui au niveau de la loi, enfin, le fichier électoral. Comment vous allez vous y faire avec ces problèmes de fichier? Là, on glisse. Non, mais vous savez, la Ligue de jeunes en vol, José Kadima, qui a déposé la requête à la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse enrôler les jeunes mineurs. Oui, voilà. Je parlais sur de 17 ans à 22, vous m'avez parlé de 17 à 22. Bah, tout à fait. Mais nous avons eu la loi électorale qui est celle-là. Nous avons un fichier électoral qui est là. Il y a eu toilettage, il y a eu l'audit très bien fait par l'OIF. Que dit l'OIF? Que ce fichier, on peut le corriger et pouvoir avancer. Et si nous le faisons suivant le schéma proposé par l'OIF, nous pouvons gagner du temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre les 16 mois dont parle la CNI, nous pouvons faire en sorte que ce fichier électoral devienne opérationnel dans les 6 à 8 mois et permettant ainsi d'aller aux élections. Vous abonnez la licence de Kamitatou. Non, pas Kamitatou. Mais Kamitatou l'a expliqué, il a dit qu'il était ministre de plan. Donc vous ne l'aimez pas trop, Kamitatou. Hein. Ce n'est pas question d'aimer ou pas, mais je vous parle de principe. Vous me parlez des hommes, je parle de principe. Mais je parle aussi, les hommes sont là aussi. Les hommes dirigent les choses aussi. Les hommes sont là aussi pour diriger les choses. Non, parce que je ne sais pas ce que Kamitatou a dit. Mais je vous dis, je voulais vous le dire, mais c'est pas grave, allez-y. Je parle sur le principe. Il y a eu un fichier qui a été audité par l'OIF et l'OIF a donné des pistes. Il y a le rapport de l'OIF, il faut le lire. Et ce rapport dit qu'on peut réviser les fichiers électoraux. Je n'en doute point. Très bien. On peut réviser les fichiers électoraux et les mettre à jour. Alors pour pouvoir le mettre à jour, ça devrait nous prendre quoi dans les 6 à 8 mois et puis permettre d'aller aux élections dans les délais qui respectent la Constitution. C'est cela. Le sens des responsabilités. Alors, le gouvernement aujourd'hui essaie de montrer, exhiber cet épouvantail en disant qu'il voilà, n'y a pas d'argent au niveau des caisses. On arrive quand même à acheter des véhicules aux gagnants de la chaîne, tout ça, etc. Bon, alors, dites-moi, il y a l'argent quand même. Qu'est-ce que c'est ce faux fuyant là par rapport au gouvernement? Vous savez, et votre rôle, jamais vu voilà, tout à fait. Un gouvernement aussi réactionnaire que celui de la RDC. C'est un gouvernement qui n'est pas dans l'action, il est dans la réaction. C'est un gouvernement qui est anti... Vous lancez la pierre à notre ami la mère Mende? Que ce soit Mende ou les autres. Vous n'aimez pas les hommes d'ailleurs? C'est les institutions, vous aimez? Je dis ceci, que nous avons un gouvernement réactionnaire qui est un gouvernement qui n'est pas dans l'action, dans la prévision, dans l'anticipation. C'est un mauvais gouvernement et c'est un gouvernement qu'il faut pouvoir changer. C'est pourquoi nous autres, nous demandons qu'on aille aux élections pour pouvoir changer ce gouvernement, débarrasser le peuple congolais d'un gouvernement qui est à la fois incompétent et qui manque de volonté pour pouvoir agir dans l'intérêt du peuple. Et c'est le sens de notre engagement. Donc, bon, par les gouvernements, il me dit quoi? Il dit quoi, le gouvernement? Il est à côté de la plaque, le gouvernement. À côté de la plaque? Oui, complètement. Alors, il y a 2 jours, on a le 16, il y a eu, bien entendu, la ville morte. Pour vous, en tant que aussi père de famille, chef d'entreprise, homme politique, comment voyez-vous une ville morte? Mais une ville morte, c'est une manifestation pacifique. Voyez-vous, on a la majorité. Avec des conséquences extrêmement graves, économiquement graves. Non. Quand on regarde... Mais vous savez, un peuple qui veut se combattre pour la liberté et qui à aucun moment n'a le sens de sacrifice, n'arrivera à aucun résultat. Donc ça, c'est du pleurnichard qui raconte ce type de choses. Oui, on a fermé. Non, mais écoutez, nous avons un pays à bâtir, nous avons des libertés, nous avons un modèle de société que nous voulons. Il faut se battre pour qu'il soit imposé. Et donc maintenant,
il y a des dommages collatéraux, il y a des effets qui peuvent se passer. Comme peuple, il faut savoir les assumer. On ne peut pas dire la situation n'est pas bonne et qu'il ne faut rien faire parce que finalement, il va y avoir de conséquences qui ne sont pas acceptables pour les uns les autres. La ville morte a été un moment important où le peuple congolais, face à la menace de la majorité, qui voulait marcher ces jours-là pour venir provoquer des troubles, qu'ils auraient mis, confrontation, bien entendu. oui, qu'ils auraient mis sur la tête de l'opposition, eh bien, nous avons dit, au lieu d'aller marcher, au lieu d'aller dans ce sens-là, les gens restent chez eux. Et même ça, c'est un problème. Je pense que ça a été un moment de prise de conscience important qu'il faut encourager. Il faut féliciter les Congolais de l'avoir fait et de l'avoir réussi avec autant de doigté et d'efficacité. Alors, vous fonctionnez par palier. Donc, après c'est quoi? L'article 64. Là, c'est après, c'est l'article 64. La ville morte, on l'a faite. Ensuite, il y aura d'autres actions pour pouvoir le faire. Parce que la Constitution... Comme le patron de l'éveil... Au cas où vous ne le savez pas, je suis l'auteur de la loi sur la liberté de manifester. La Constitution dans notre pays permet à ce que le Congolais, pacifiquement et sans armes, puisse manifester, y compris contre le pouvoir, y compris pour demander qu'un pouvoir parte. Donc on ne peut pas dire à un Congolais qui pacifiquement manifeste qu'il est en situation de faute. Et j'apprends qu'au Katanga, à tel ou tel endroit, on a été sanctionné les gens parce que $500, tout ça, ils ont manifesté. Mais c'est la liberté de manifester et nous battrons pour que cette liberté soit respectée pour tous, par tous et quelles que soient les circonstances. Exiger qu'un régime aille à la fin ou qu'il parte ne constitue pas une infraction. Et nul ne peut être poursuivi pour cela. 19 décembre, deadline, vous parlez bien anglais, la date limite pour Joseph Kabila. Dites-moi, il partira ou il ne partira pas? Vous savez, on ne vous a pas dit que moi, je lisais dans les boules de cristal. Hein. Ben c'est la projection, non, mais, la projection politique. Il est écrit dans la Constitution. Il est écrit dans la Constitution. Je sais que vous n'êtes pas Madame Soleil, bien entendu. Voilà, il est écrit dans la Constitution que le 19 décembre, Joseph Kabila n'est plus président de la République. C'est la Constitution. Oui. Ce n'est même pas Kabila, c'est la fonction président de la République. Joseph Kabila continuera à exister, mais c'est la fonction comme président de la République qu'il cesse d'exercer. Parce que cette fonction est pourvue par la voie de l'expression du suffrage. Ce sont les Congolais qui votent pour un président de la République et pas autre chose. Qui votent pour le président de la République. L'article 70 nous explique aussi, tant qu'il n'y aura pas un nouveau président de la République, l'autre peut se maintenir au pouvoir. Le dialogue... Non, il peut rester 10 ans, quoi. Il peut rester 20 ans. Non, mais arrêtez. Il faut qu'à un moment donné, le bon sens habite les hommes politiques quand ils interprètent les textes. C'est-à-dire que quand on dit le président de la République reste en fonction, c'est pour organiser l'intérim avec l'autre qui est élu dans les 3 mois qui précèdent la fin du mandat. Donc il ne faut pas organiser la vacance du pouvoir, pour pouvoir l'occuper. Ça s'appelle une violation intentionnelle de la Constitution. Ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas le cas de figure. Et donc, au 19, s'il n'y a pas eu des élections, nous allons nous retrouver dans un cas de vacances de pouvoir, dans un cas d'absence de légitimité pour les autorités. C'est une crise politique qui s'engage dans le pays. Crise politique, aujourd'hui, on veut rassembler les gens autour d'un dialogue. IDPS pour les dialogues, une fraction de MLC pour le dialogue. Et vous êtes pour les dialogues? Vous savez que le Congo a une constitution qui est une loi écrite. Dans une démocratie, le dialogue, il est permanent. On n'attend pas les moments pour pouvoir dialoguer. On dialogue tout le temps. Quand on est à l'Assemblée nationale, c'était peut-être un dialogue vif. On dialogue. Quand on est dans les institutions, qu'est-ce que l'on fait? C'est dialoguer. Dialoguer n'est pas un moment qu'il faut pouvoir mystifier pour pouvoir discuter entre les acteurs. Ce que nous avons dit, il ne faudrait pas que les problèmes que le pays connaît aujourd'hui, provoqués par l'incurie d'un gouvernement, l'incompétence d'un gouvernement, que ces problèmes deviennent un prétexte pour un dialogue qui lui-même va générer une révision d'une constitution, va remettre en cause, permettre au président d'aller vers un 3e mandat. C'est ce contre quoi nous nous sommes élevés. Et nous avons dit que ces dialogues n'étaient ni nécessaires ni opportuns. Mais par contre, les Congolais, dans le cadre des institutions,
peuvent continuer à discuter. Le dialogue, c'est quelque chose de permanent. Alors, quand vous allez faire une émission avec la presse, c'est une forme de dialogue dans une démocratie. Parce que vous vous comprends, adressez à l'opinion, avec l'opinion publique. Oui, oui. Parce que vous êtes en train d'interagir sur l'opinion. Donc, alors, la feuille de route de l'UDPS avec un passif, le passif, un problème gravissime de 2011. Les gens de l'UDPS, ils veulent qu'on puisse revoir cette affaire de la vérité des urnes. Pour vous, c'est du passé En 2011, j'ai soutenu le candidat Tshisekedi. On l'a tous soutenu d'ailleurs. Oui, j'ai soutenu le candidat Tshisekedi. Mais je pense aussi que 4 ans après, l'UDPS, le président Tshisekedi n'a pas pris d'initiative qui pouvait assurer la protection de ces résultats et donc que ce sujet appartient à l'histoire. On ne va pas ressasser l'histoire. Vous savez, ça me rappelle le vieux Gizenga. Quand on arrive... Vous allez avoir la foudre de gens de l'UDPS? Oh, vous savez, la foudre des gens de l'UDPS, c'est autre chose. Hein, on est au-delà de ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on se retrouvait à Salt City. Je vois qu'il y a un trop-plein parfois les problèmes de l'UDPS. On se retrouvait à Salt City. Et le vieux Gizenga, qu'est-ce qu'il nous disait? Pour rebâtir le Congo, il fallait revenir à la légitimité de 1960. Parce qu'il disait que Lumumba avait été élu, on a empêché à Lumumba d'exercer le pouvoir. Et lui était l'incarnation vivante de cette légitimité-là. Donc il fallait refaire à partir de lui, et lui allait transmettre cette légitimité à d'autres malheureux. Vous savez, ça c'est des fumisteries, ça. Donc on ne peut pas bâtir un pays comme ça. Il faut à un moment donné avoir le pied sur terre, considérer que Joseph Kabila a exercé son mandat, il est à la fin de son mandat, on ne se réveille pas à la 4e année, pour dire qu'on est en train de revendiquer un mandat qui nous a été volé. Donc pour moi, ça appartient à l'histoire. Ça appartient à l'histoire. Alors donnez-nous un peu, que nous les Congolais, nous devions savoir aujourd'hui, quelle est votre vision, votre vue par rapport à ce qui va se passer? Comme j'ai dit encore, est-ce que vous voulez qu'il y ait une transition, par rapport... Alors, on le voit comment? Non, la première chose, c'est que les Congolais eux-mêmes ont exprimé une volonté d'alternance. Ils veulent un changement dans ce pays. Maintenant, il revient à la classe politique de construire cette alternance et de donner à la population les moyens. Mais quand on voit le discours de la CENI, pardon de vous interrompre, le discours de la CENI qui dit que voilà, c'est impossible d'organiser des élections aujourd'hui, donc forcément, a fortiori, nous allons vers un clash ou bien une cohabitation ou je ne sais quoi. Je disais ceci, le peuple congolais veut l'alternance. Et cette alternance va venir par la voie... Ça, c'est un discours. Ce n'est pas un discours. Vous allez au Congo. Attends, moi je vis au Congo. Moi. Vous allez partout. Nous, on vit ici, donc on est tranquille, quoi. Vous êtes loin. Oui, très donc, bien. Mais comprenez ce que dit le Congolais. Partout où vous allez, le peuple congolais veut une alternance. Il veut un changement à la tête du pays. Il veut un changement de gouvernement. Il veut avoir de nouveaux dirigeants. Et le sens de la Constitution, c'est qu'on a donné au peuple congolais le droit à tout moment de dire qui il veut comme dirigeant. Et donc, il faut redonner au peuple la possibilité de pouvoir s'exprimer. Ce sont les élections. Et nous pensons que ces élections vont apporter l'alternance. Il nous revient, nous, maintenant, à la classe politique, d'indiquer à ce peuple quelle est la voie à suivre et qu'est-ce que nous voulons faire. Et en ce qui nous concerne à l'envol, nous avons dit qu'il faut un renouveau démocratique dans ce pays et il faut reconstruire le pays, faire en sorte que la situation économique puisse profiter au plus grand nombre. Il faut que ce pays, en fin de compte, finisse par redémarrer. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant plus de 10 ans, ce pays a fait une croissance, mais qui est une croissance tout à fait superficielle, qui n'a pas profité aux couches populaires. Vous savez pourquoi? Parce que si ces effets de masse qui sont vus d'un point de vue macroéconomique ne sont pas projetés dans la population, la croissance est vue sur deux aspects. L'état de droit, oui. les niveaux de la corruption, les niveaux de la gabegie est tel que la population ne peut pas ressentir ces effets de la croissance. Maintenant que le Congo est en train d'aller à la débâcle financière, on voit les mêmes revenir pour dire nous allons solliciter la communauté internationale pour pouvoir nous aider. Pour pouvoir avoir un support. Voilà. Est-ce que vous imaginez, pendant 10 ans, le gâchis que ça a été pour le peuple congolais pour pouvoir entreprendre les réformes nécessaires, faire en sorte que le système économique puisse être au service du peuple, faire en sorte que les services sociaux puissent atteindre le plus grand nombre? Ce gouvernement est un gâchis. Il faut que le peuple congolais, très rapidement, ait les moyens de chasser ces gens. Alors, je récupère la balle au bon. Vous parlez de l'envol. L'envol, pour vous, c'est la voie initiatique, la voie qu'on doit
tous suivre pour pouvoir trouver le renouveau du Congo? Au départ. Quel est votre programme, en fait, pour d'emblée, au départ, si vous avez la manette du pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous ferez pour le Congo? La première chose que ferez-vous pour le Congo? Quelle est la chose? La première chose qu'on fera pour le Congo? Oui, la première chose. Mais d'abord, c'est d'assurer le respect des libertés publiques, faire en sorte que les institutions fonctionnent, parce que les gens ne comprennent pas. Dans une société de 70 millions de bonhommes, vous ne pouvez pas gérer le pays comme vous gérez votre ménage. Le pays est géré aujourd'hui comme un ménage. C'est-à-dire que vous avez les budgets, vous avez les institutions, personne ne les respecte. Et le gouvernement, Matata se réveille un matin, il dit, bon, moi je vais faire un building qu'il appelle intelligent ou bête, je ne sais pas quoi. Et puis vous avez quelqu'un qui se réveille, moi je vais faire une route. Non, un pays ne se gère pas comme ça. Un pays est une programmation. Je suis ancien ministre du plan et je sais que pour pouvoir rebâtir un pays, il faut une planification, il faut des repères structurels et il faut que tout le monde s'y astreigne. Cette discipline aujourd'hui a quitté. Et donc si nous sommes là, nous allons le faire. Renforcer l'état de droit, parce que les gens croient que l'état de droit, c'est une affaire des juristes et des politiques. Non, l'état de droit, c'est le maillon qui va faire en sorte que demain, avec une croissance économique forte comme nous l'avons connue dans les dernières années, que cette croissance puisse bénéficier au plus grand nombre. Parce que l'état de droit permettra à ce que chacun dans ce pays puisse avoir droit à ce à quoi il a droit. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que demain, il faudra faire les réformes nécessaires, mettre de la discipline budgétaire. Les réformes, à quel niveau? Ben, au niveau institutionnel. C'est-à-dire? Au niveau institutionnel. Vous savez, quel est l'avantage? Je vais vous poser la question, vous avez commencé par là. Quel est l'avantage pour un Congolais d'être Congolais aujourd'hui? Le Congolais est étranger dans son propre pays. Le petit commerce est exercé par des étrangers. Chinois, tout ça, etc. Les Indo-Pakistanais. La croissance économique, qui se pose la question de savoir comment est-ce que la croissance... Il y a des arrêtés. Vous m'avez posé une question. Oui, allez-y. Comment vous voulez que la croissance économique profite d'abord aux Congolais? Dans tous les pays où vous allez, on protège d'abord les nationaux. Les Congolais ne sont pas suffisamment protégés. On ouvre on libéralise des secteurs économiques. J'ai vu, on a libéralisé la profession des huissiers. Je me suis battu à l'Assemblée sans succès pour que cette profession soit réservée aux Congolais. Mais bon, on l'ouvre à tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas être dans un pays où, de manière systématique, le Congolais est minorisé dans son propre pays, dans sa propre patrie, et ne profite pas du fruit que ses ancêtres ont eu. Parce que pour que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui, nos ancêtres se sont battus pour être là. Et ils nous ont légué ça en héritage. Et nous ne pouvons pas les brader et dire que bon, le Congolais est là, bon, il n'en tire pas profit. Nous sommes dans un pays où il y a énormément de richesses et qui est en contraste total avec la pauvreté dans laquelle vivent nos concitoyens. Et il faut arrêter cette situation. Richesse potentiellement riche. Non, le pays est riche. Potentiellement pays est riche. Le Katanga, le Katanga à lui tout seul. Riche parce vous prenez les Katanga à lui tout seul, il vous fait 15% de croissance. Mais quand vous prenez la situation économique au Katanga, est-ce que vous avez l'impression que les Congolais y sont? J'entends aujourd'hui, vous prenez dans les secteurs agricoles, non seulement d'avoir été pillés dans les secteurs miniers parce que ça a été mal organisé, mais nous allons être pillés demain dans le secteur agricole parce que les terres arables, c'est tout à fait... vont être payées. Oui, tout à fait. Les ressources stratégiques. C'est déjà acheté par les Chinois et une partie, les Indo-Pakistanais, oui, bien sûr. Tout à fait. La forêt, l'eau, les hydrocarbures, les mines, qui sont des richesses énormes à partir desquelles vous pouvez bâtir une vraie stratégie. L'agriculture dans notre pays. Il faut qu'il y ait un gouvernement qui prenne sens à cela. Et une des réformes majeures dans ce pays qui n'a pas été respectée, c'est la décentralisation. Vous voyez comment est-ce que ce gouvernement qui n'y comprend rien a sabordé ce processus. La décentralisation, si vous voulez que demain, le 60-40, si vous voulez que demain, je vais en terminer là, oui, tout à fait, si vous voulez que demain, le Congolais puisse profiter de leur pays et que la moindre action qui est accomplie par le pouvoir public puisse leur profiter, il faudrait le décentraliser. Mais la décentralisation aujourd'hui, au niveau de la Constitution, c'est pas respecté. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Les 60-40. Parce que vous avez un gouvernement qui est irresponsable, qui a fait de la décentralisation un enjeu de pouvoir, au lieu de faire de la décentralisation un enjeu de développement. C'est un outil de développement. C'est pour pouvoir vous rapprocher de citoyens à la base. Vous savez, moi je suis élu de l'intérieur, de l'UISA. Oui. Plus vous quittez Kinshasa,
pour aller à l'intérieur du pays, plus disparaît l'État. Il y a moins d'États. Et si vous voulez demain qu'il y ait plus d'États dans ces coins, il faut pouvoir les décentraliser. Mais on ne décentralise pas avec un gouvernement qui est aussi rapace, qui est aussi désordonné et qui manque de discipline. Pardonnez-moi, décentralisé, bien entendu, donc il faut 11 provinces à 26, alors on ça, a essayé... ce n'est pas les décentralisations. Non, on a coupé, les découpages, mais c'est aussi le rôle de dire, voilà, pour pouvoir donner un peu de responsabilité, bien entendu, parce que le Congo est très grand. Vous avez trouvé que dans ce que le gouvernement a fait, ils ont donné davantage de responsabilités, ils ont supprimé les assemblées provinciales. Non, la décentralisation, ce n'est pas ça. Alors, on parle de deux choses différentes. La décentralisation suppose que ces entités, à la base, ont des organes à eux qui décident des affaires locales. Bien sûr, bien entendu. C'est pour ça que je parlais du 60-40, pour pouvoir, bien entendu, donner une partie au gouvernement central, afin que, bien entendu, le gouvernement central reverse, en fait, l'argent aux provinces. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est que le gouvernement Matata, vous voyez Matata, Matata s'occupe du ramassage des ordures ménagères à Kinshasa. Non, attends, je vais vous dire. Il s'occupe de ramasser les ordures ménagères. Ce n'est pas le boulot d'un Premier ministre. Oui, mais je sais non. Le gouvernement Matata s'occupe des problèmes des passerelles sur les grandes artères de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas le boulot du Premier ministre. C'est vrai, ça choquait beaucoup de gens. Il s'occupe des jardins, c'est-à-dire de planter les fleurs sur les artères de la ville de Kinshasa. Mais il faut lui dire, non mais attendez, il faut qu'on arrête d'en rigoler. C'est quand même très sérieux qu'un Premier ministre n'a pas pour fonction de s'occuper de cela. Il faut pouvoir décentraliser. Que fera le maire de Bandal, le bourgmestre de Bandal? C'est pour cela qu'est-ce qu'il va faire le gouverneur Je reviens au niveau de province encore. La raison pour laquelle ils ont dit on coupe le Congo en plusieurs morceaux et on pourra mieux gérer le Congo. Si vous coupez la médiocrité, vous n'allez pas créer l'excellence, vous allez démultiplier la médiocrité. Ce que l'on a fait, on a découplé la médiocrité. Très bien, c'est ça que je voulais entendre parler. On n'a pas créé l'excellence. Pour créer l'excellence, il faudrait que les entités à la base puissent vivre avec des organes locaux, il faut aller vers les élections locales, mais il faut aussi que les assemblées provinciales puissent fonctionner en autonomie et pas faire ce que le gouvernement a entrepris de faire avec la nomination de ces soi-disant les commissaires spéciaux qui sont des objets institutionnels. J'allais poser la question, donc vous aviez répondu à la question. Il faut éviter. Alors, on revient au niveau du Katanga, il nous reste trois questions. On revient au niveau du Katanga. Le Katanga, aujourd'hui, on dit Moïse Katumbi a fait un travail extraordinaire, mais le Katanga, ils disent non. Et Moïse, aujourd'hui, est à le vent en poupe. Il réclame les primaires. Que pensez-vous de tout cela dans l'opposition? Moïse n'est pas... Non, mais Moïse n'est pas... Il faut pas... Il n'est pas le seul. Il a réclamé ça. Mais je vous rappelle qu'en 2011, c'est moi qui ai lancé l'idée d'une candidature commune au sein de l'opposition. J'ai dit simplement que cette fois-ci, nous allons être plus regardants. Nous ne commettrons pas les erreurs de 2011. Tout à fait. Une élection présidentielle à un tour, c'est une élection, un coup, une flamme. C'est-à-dire que vous y allez, vous gagnez. Le deuxième, le troisième, dans une élection présidentielle à un tour, ça n'a aucun sens. Une petite parenthèse. Alors, ceux des opposants qui pensent que nous allons y aller en ordre dispersé font le jeu du pouvoir. Pour éviter que l'on fasse le jeu du pouvoir, il faudrait que dès le départ, on puisse se dire, et de manière rapide, très tôt, se dire qui est-ce que nous voulons comme candidat commun. Je ne parle pas du candidat unique, candidat commun de l'opposition et qui puisse porter les projets. Ça n'empêche, les gens peuvent s'exprimer, tout le monde peut être candidat, tout le monde peut amener son projet, mais il faut faire la synthèse de ce projet et il faut faire cette synthèse autour d'une personnalité que nous allons porter comme candidature commune parce que ceci va faciliter deux choses. Premièrement, c'est de permettre à nos concitoyens de savoir vers où nous voulons aller. Parce que si nous sommes dispersés, nos concitoyens sont perdus. La deuxième chose, c'est d'éviter que la démultiplication des candidatures ne soit une justification de la fraude. Oui, pour affaiblir plus il y a les candidats, plus la fraude est justifiée. Parce que, vous savez, nous sommes dans une élection à un tour, on peut gagner à 10%. Hein. Et si on vous dit demain, un candidat de la majorité a eu 15%, et puis on vous aligne les autres qui ont eu 14, 12, 8, 7 et tout ça. C'est ça qu'il faut éviter. Il faudrait qu'il y ait un effet de massification de la volonté de l'alternance. Aujourd'hui, les gens veulent le changement au Congo et il ne faudrait pas que la classe politique, par sa bêtise, puisse priver le Congolais de cette possibilité de changer
des gouvernements. Une petite question légère. Quand vous croisez Mutinga, lui qui est bien entendu les responsables de cette histoire de détour, hein, enfin, C'est pas Mutinga, c'est Mutinga aussi. Mutinga aussi oui. était là-dedans. Mutinga aussi. C'est pour ça qu'il a été nommé rapporteur au Sénat, hein, etc. Dites-moi quand vous croisez. Aujourd'hui, il est démissionné. Enfin, il a démissionné. Dites-moi, qui dit-il là? Je pense que chacun emporte la responsabilité historique des actes qu'il a posés. En ce moment-là, nous avons été contre et nous continuons à être contre. Nous remarquons qu'ils nous ont rejoints parce qu'ils ont compris, et ils ont compris finalement que nous avions raison. Et donc, on ne peut que s'en réjouir de voir que plus de compatriotes viennent vers nous et que nos idées prennent de l'ampleur au sein de la classe politique, au sein de la société congolaise. Et de toutes les façons, on n'a jamais été naïf sur le point que dans le pays, nous sommes majoritaires. Nos idées sont majoritaires dans le pays. Dans les institutions, peut-être pas. Mais dans le pays, nos idées sont majoritaires. Et vous avez été conforté. Nous sommes confiants. Vous avez été conforté il y a 2 jours par rapport à la ville morte. Hein, nous sommes confiants. Nous sommes confiants par rapport à l'avenir. Confiants. Alors confiants. Pour terminer, hein, on va terminer là. Il y a encore une question. La diaspora ne se retrouve pas par rapport à cela, ne prend pas part au vote. Comment vous allez vous organiser avec la diaspora? Mais la nouvelle loi électorale permet d'abord à ce que la diaspora puisse voter pour l'élection présidentielle. J'espère qu'on va trouver les moyens d'organiser cela, que la diaspora puisse s'exprimer. Et une deuxième étape, lorsque nous serons au pouvoir, c'est de pouvoir entreprendre une modification qui permettra qu'il y ait des représentants au niveau de l'Assemblée nationale qui représentent la diaspora. Ça me paraît important aujourd'hui parce que, à cause de la mauvaise gestion du pays, beaucoup de nos compatriotes se sont retrouvés à l'étranger et ils contribuent à la vie nationale. Et il est tout à fait normal que dans les réformes institutionnelles à venir, en tout cas ça fera partie de notre campagne lorsque nous allons terminer notre congrès. C'est quand votre congrès? Sur le renouveau démocratique, donc le 11 mars, nous avons dit que nous allons permettre à ce que la diaspora soit représentée, pas seulement en participant à l'élection présidentielle, mais il faut penser qu'à l'avenir, cette diaspora soit représentée au niveau de l'Assemblée nationale et peut-être même au niveau du Sénat. Il faut entreprendre les réformes nécessaires pour cela. Les réformes nécessaires. Aujourd'hui, vous, alors, un message au niveau de la diaspora, un message au niveau de Congolais, parce qu'on attend au niveau de la diaspora d'avoir aussi un leader, avoir quelqu'un qu'on va pousser, qu'on va porter. La diaspora est dispersée. C'est dû à quoi? La diaspora doit se rassembler sur un seul mot d'ordre. Le changement, l'alternance au pays. Nous savons que beaucoup de nos compatriotes qui sont ici à l'étranger souffrent et subissent le martyre du pays, directement ou indirectement. Et si nous voulons sortir de cette situation, il faudrait qu'elle soit mobilisée. En ce qui nous concerne, nous sommes au sein de l'Envol, la voie du changement, la voie du renouveau démocratique, et nous les invitons à pouvoir nous rejoindre massivement pour que nous puissions élaborer les solutions aux problèmes de demain. Et à chaque fois que l'Envol a suggéré par ses propositions, ses prises de position, des solutions au pays, il y a eu des avancées qui ont été enregistrées. Et donc vous avez là une formation politique qui est une formation force de proposition, capable de vous guider et de vous amener à des solutions aux problèmes des Congolais. Les problèmes de pauvreté, de lutte contre la corruption, des problèmes d'égalité devant la loi et de renforcement de l'autorité de l'État. Vous êtes inspiré par Kant, Emmanuel Kant? Ah oui, j'aime Emmanuel Kant parce que Emmanuel Kant est un des philosophes pour qui j'ai de l'admiration en termes Vous avez demandé à tous, de rigueur. À tous de lire Kant. Parce que, oui, voilà. En termes de rigueur, Emmanuel Kant est quelqu'un qui vous oblige à faire l'hygiène de l'esprit que beaucoup d'entre nous n'ont pas. Pas la Bible? Je suis croyant catholique. Et je crois à la Sainte Mère de l'Église. Et donc, chrétien, j'ai beaucoup de respect pour la Bible, mais ce n'est pas de la même portée que les écrits de Kant. La critique de la raison pratique. Oui, la raison pratique, voilà, oui, tout à fait. Voilà. Alors, c'est un idéaliste? Oui. Non, ce n'est pas un idéaliste, c'est quelqu'un qui croit à des principes qui continuent parfois à guider le monde. Vous voyez, le traité de Kant sur la paix perpétuelle est quelque chose qui aujourd'hui continue à nous inspirer dans la recherche de la paix au niveau mondial. Et chaque jour qui passe, certains vous disent non, ça c'est un impératif catégorique, mais les gens font du Kant sans le savoir. C'est Kant, ça, impératif catégorique. Vous parlez aussi de Machiavel? Machiavel, parce que c'est
C'est un auteur qui... il y a deux Machiavel. Vous avez le Machiavel du prince et vous avez le Machiavel sur la décade de Tite-Live et qui, lui, est un Machiavel républicain. Il faut lire Machiavel de manière tout à fait globale. Et c'est un auteur qui vous ramène la politique à sa vraie dimension, la dimension réelle, telle que vous devez la considérer avec la passion, les passions des hommes et les intérêts des uns et des autres. Et pourtant, Kabila est machiavélique. Je ne sais pas s'il est machiavélique. Vous ne savez pas? Je ne savais pas. 14 ans de pouvoir, on le croyait mort, on le donne toujours pour mort. Ce n'est pas parce qu'il a survécu 14 ans au pouvoir que... La stratégie derrière, le stratège, la stratégie. Non, mais j'ai fait une interview récemment, d'ailleurs, chez vos confrères de Jeune Afrique. J'ai dit qu'il ne fallait pas sous-estimer Kabila. Kabila est un acteur politique. C'est dit tout à l'heure, bien sûr. C'est un acteur politique, il a fait 14 ans de pouvoir, donc ça donne forcément des atouts et des armes pour pouvoir conserver celui-ci. Donc nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat où nous disons nous voulons prendre le pouvoir, nous voulons imposer l'alternance dans le pays et nous avons en face non pas des statuts, nous avons des hommes qui déploient aussi leur stratégie. Et donc moi je prends au sérieux ceux qui sont en face. Ceux qui sont en face. Un mot pour partir. Un mot pour partir. Pour le Congolais, un espoir. Les Congolais ont besoin d'un espoir. Les Congolais ont un pays qui est un pays beau, qui est un grand pays, qui est une nation qui va rayonner au cœur de l'Afrique et qui n'attend qu'une chose, d'avoir des gouvernants qui soient à la hauteur, à la dimension de l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Nous pensons demain, par les élections, y parvenir. Et c'est pourquoi nous en appelons tous les Congolais à se mobiliser dans les cadres de l'envol, dans les cadres de l'opposition. Dites-nous, qu'est-ce que c'est l'envol? Cette alternance tant attendue. L'envol, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. L'envol, c'est un parti libéral réformateur. C'est un parti ou bien une ONG, je ne sais pas. C'est un parti libéral réformateur qui œuvre pour le renforcement de l'état de droit et qui œuvre pour lutter contre la corruption, l'ignorance et la pauvreté dans notre pays. Nous pensons que ce sont des fléaux qui ont fait que les dictatures vivent et survivent au pays. Et donc, nous allons combattre ces fléaux et nous sommes engagés à cette cause-là. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci, à très bientôt, M. Dédi Sisanga.